Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Cosuma Focus, une initiative de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, organisée en partenariat avec Wallafrica Forum. Cette session sera consacrée à une thématique majeure pour le développement de notre région, prévention de la fraude et intégrité des marchés financiers, enjeux et perspectives. J'ai le plaisir de vous présenter nos éminents intervenants d'aujourd'hui, Madame Zineb Malfouk, Compliance Advisory chez Morbis Maroc, chez Forbis Mazar au Maroc, Monsieur Jimmy Kandé, Réseau panafricain de lutte contre la corruption, Monsieur Giscard Gatchomangou, directeur national de l'Agence nationale d'investigation financière, Monsieur Didier Lokaku, directeur des affaires juridiques et de la réglementation Commission du marché financier de l'Afrique centrale, chez COSUMAF, Monsieur Ilyas Belaja, Managing Director chez Africa, chez BPC, et Monsieur Letsui Kenfak, expert cyber. Nous tenons également à adresser nos remerciements à notre audience connectée en direct, son intérêt et sa participation active. Je vous invite à partager vos questions via l'onglet dédié questions-réponses. Nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre au cours de la discussion. Encore une fois, merci pour votre présence. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente webconférence. Merci beaucoup. Merci Zineb pour cette introduction. Pour ma part, je remercie également. Dina, je vais juste Oui, partager une petite vidéo et ensuite, très bien. Et on a fait ça pour tous les efforts qu'ils ont fait pour maintenir le contact déjà entre nous, des acteurs de cette grande famille, et le contact aussi avec un écosystème qui est en évolution, en transformation, je dirais même en profonde mutation. Et dans cette salle, nous avons une même ambition, celle d'une banque africaine plus forte, plus équitable et plus inclusive. To World Africa because this is really where the real players are. This is where all the decision makers throughout Africa, they come here to interact, to gain some ideas, and also to create business relationships. C'est une plateforme émulatrice qui permet en fait de réunir en fait tous les experts africains. Gineb, à toi la parole. Merci beaucoup pour cette introduction, Zineb. Je remercie de mon côté One Africa pour l'organisation de ce webinaire. Et je tiens à remercier également tous les intervenants présents aujourd'hui. Alors, nous sommes un peu pris par le temps, donc je vais rentrer dans le sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui porte sur la prévention de la fraude et justement l'intégrité des marchés financiers, enjeux et perspectives. Donc, dans un monde financier en constante mutation, marqué par la digitalisation, l'essor technologique, l'émergence des actifs numériques et la complexification des instruments financiers, la prévention de la fraude et la préservation de l'intégrité des marchés sont devenues des priorités absolues pour les régulateurs et les institutions, mais aussi les investisseurs.
Ces enjeux ne sont pas seulement techniques ou juridiques, ils touchent au cœur de la confiance dans le système financier mondial et puis africain si on fait un close-up sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons adresser ces enjeux-là sous deux axes majeurs. Le premier axe portera sur les enjeux majeurs justement de la prévention de la fraude et la protection des marchés financiers. Et puis, le deuxième axe sur quelles sont les perspectives, les perspectives de prévention et de protection. Alors, aujourd'hui, nous avons remarqué que la fraude financière a évolué avec la technologie. Donc, si les classiques comme le délit d'initié ou la manipulation des marchés ou encore les fraudes comptables persistent, de nouvelles menaces émergent, notamment les fraudes numériques, les fraudes liées à la crypto-monnaie ou des fraudes internes. Donc, ces pratiques mettent en péril la transparence, la liquidité des marchés. Je sais que nous sommes accompagnés par des experts, notamment du COSUMAF. Je ne sais pas si Monsieur Giscard Gatien souhaite intervenir ou Jacques, notamment dire un mot sur l'évolution de la fraude dans les marchés africains, ce qui était connu depuis les années 80 ou les années 90, c'est-à-dire les délits d'initiés, la manipulation des cours de la bourse. Aujourd'hui, on trouve de nouvelles formes justement de fraude qui sont liées à des instruments financiers nouveaux comme la crypto-monnaie, mais aussi des fraudes numériques comme le phishing, l'usurpation d'identité, le deepfake, etc. Quel est votre retour d'expérience par rapport au marché financier africain de la région? Alors, Jacques, vous êtes en mute. Alors, Jacques ou Monsieur Gatien, vous souhaitez intervenir, Monsieur Gatien? Bonjour madame et bonjour à tous. Je me réjouis de pouvoir en fait vous aider du mal à me connecter. Comme je viens de prendre le train en marche, je souhaiterais intervenir après Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'évolution de la fraude, c'est qu'elle est passée justement de la fraude classique, comme par exemple le wash trading, qu'on a connu dans les années 2000, c'est-à-dire que les traders peuvent acheter une quantité d'actions sur les marchés et les revendre juste après, juste pour manipuler le cours de la bourse. Il n'y a pas d'intérêt économique derrière. Ils peuvent viser une action ou plusieurs actifs financiers, acheter de grands volumes et après les revendre juste après, sans intérêt économique. C'est ce qu'on appelle le wash trading. Ça fait partie des actions de ce qu'on appelle l'abus des marchés. Et donc, ça influence aussi, ça rentre dans les activités de manipulation des cours de la bourse et donc des marchés financiers. Aujourd'hui, on voit, ça c'est depuis les années 90, les années 2000. Aujourd'hui, on voit de nouvelles formes de fraude émerger, notamment avec la technologie, comme par exemple des fraudes liées à la cybersécurité. Nous avons un expert cyber, ce que j'appelle moi les fraudes numériques qui touchent à la fois les marchés financiers, mais pas que, ça peut toucher aussi d'autres typologies de marchés, mais notamment les marchés financiers, comme l'usurpation d'identité, le phishing ou le deepfake. Monsieur Lutzi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces nouveaux risques émergents liés, justement, qui sont liés aux fraudes numériques? Alors, merci Zineb de me passer la parole. Bonjour aux co-panélistes et merci aussi à OneAfrica pour avoir réuni ce panel d'experts autour de cette question sensible. En ce qui concerne les typologies de fraude, entre guillemets, nouvelles, moi je préfère les mettre entre guillemets parce que, au demeurant, elles ne sont pas aussi nouvelles que ça. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, les criminels, pour mener à bien leur schéma de fraude, exploitent les outils qui sont mis à la disposition des intervenants des marchés pour transacter. Eh bien, depuis pas mal d'années, le numérique ou alors les systèmes numériques sont devenus le socle qui sous-tend les échanges financiers et c'est donc de manière naturelle que les fraudeurs ont
jeter leur dévolu sur cette plateforme-là, exploitant leurs failles avait pour objectif justement de troubler l'intégrité des données et ça va un peu créer des biais sur les plateformes financières. Donc, les fraudes qui sont liées au numérique, voilà, ce sont ces fraudes qui s'attaquent au système d'information qui vont avec pour objectif soit de modifier les données, soit de charger les données, soit de regarder les données alors qu'on n'est pas autorisé d'y regarder. Mais aussi, c'est des fraudes qui s'appuient sur le type d'éléments qui sont utilisés pour les transactions. Aujourd'hui, on parle de cryptocurrency. Il y a en ce moment une course au sein des établissements financiers de mettre à disposition de la monnaie numérique. Voilà, c'est-à-dire de permettre comme ça à des utilisateurs de manière flexible de pouvoir soit te recharger leur portefeuille, soit envoyer des cryptocurrencies, les racheter, ou alors les utiliser pour acheter des biens réels. Eh bien, tout cela, ça génère un ensemble de risques qui quittent de l'espace cyber pour se retrouver dans l'univers réel parce que chaque cryptocurrency peut être utilisée pour acheter des valeurs réelles. Donc, c'est en cet élément que le lien il est très vite fait entre d'un côté la cybersécurité et puis de l'autre côté les marchés financiers qui ont un objectif clair, c'est de rassurer les participants et d'apporter la confiance finalement à l'écosystème. Donc, pour m'arrêter à ce niveau, Zineb, ce n'est pas un fait nouveau. Ça se situe simplement dans la tendance qui voudrait que les fraudeurs exploitent les socles qui sont utilisés pour transacter au quotidien. Ok, merci beaucoup, Monsieur Lutzi. En effet, l'usurpation d'identité ou la fraude documentaire était déjà observée dans les plateformes financières depuis maintenant 30 ans ou 40 ans, mais il y a de nouvelles formes comme le deepfake avec l'intelligence artificielle qui est devenue aussi on va dire, qui s'est rajoutée dans les différentes options que les criminels puissent justement avoir pour à la fois soit usurper l'identité via un deepfake, soit utiliser pour compromettre certains comptes financiers. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, monsieur Exactement, exactement. En fait, comme je l'ai dit, à l'initial, on avait la fraude au président, voilà, qui voudrait qu'un fraudeur se passe pour un donneur d'ordre pour inciter une action frauduleuse. Aujourd'hui, avec l'IA, le deepfake est devenu une nouvelle palette dans les outils des fraudeurs qui leur donnent des capacités beaucoup plus réalistes pour se faire passer pour le donneur d'ordre initial. C'est pourquoi d'entrée de jeu, je ne veux pas parler de nouvelles formes de fraude, mais moi, je vois plutôt des outils qui sont déplacés au gré des évolutions technologiques. On a naturellement toutes les avancées technologiques donnent beaucoup plus de palettes aux cyberattaques qui peuvent mener à bien les attaques de type ingénierie sociale en exploitant l'IA, en exploitant les outils qui sont disponibles pour avoir des mails beaucoup plus ciblés, beaucoup plus contextuels, pour avoir des destinataires beaucoup mieux ciblés et des tests qui sont les plus parlants. Donc, c'est des techniques qui ont toujours existé, qui aujourd'hui sont beaucoup plus raffinées avec l'état actuel de l'art en termes de technologie. Et de l'autre côté aussi, d'un point de vue visuel, on a la possibilité de manipuler au-delà de ce qui est physique, les données biométriques. C'est des données sur lesquelles on ne peut plus s'y attacher de manière toute fiable à 100%. Aujourd'hui, on peut faire de la mimique, on peut imiter la gestuelle, eh bien, on peut imiter le timbre vocal, tous ces éléments qui donnent de l'assurance et qui permettent souvent de déclencher ou alors d'approuver des transactions financières complexes. Il y a beaucoup de transactions financières dans les marchés financiers qui reposent sur l'approbation ou alors sur la non-approbation d'un acteur. Et comprendre qu'aujourd'hui, il est possible de faire de la mimique, de simuler, d'avoir le style d'écriture, le style d'expression d'un individu en s'appuyant sur la technologie, c'est là où je te rejoins, Zineb. C'est justement un sujet qui doit attirer l'attention et se demander, avec pour objectif de renforcer l'intégrité des marchés financiers, comment on s'organise. Je pense qu'on va en parler dans une autre session de notre webinaire. Exact. Alors, en effet, merci beaucoup, Monsieur Lettu. Vous avez mis vraiment en exergue la vulnérabilité des marchés sous le prisme
de la fraude numérique qui existe déjà, mais qui a évolué et qui profite, j'ai envie de dire, de nouveaux moyens mis à sa disposition et ramenés par la technologie aujourd'hui. Euh, Très bien. Ce sujet met en lumière aussi la vulnérabilité de ces marchés, puisque la plupart de ces marchés, le facteur humain reste présent dans pas mal de processus, notamment de validation des opérations, de reporting, de revues, etc. Et puis les paiements numériques et la crypto-monnaie, notamment en Afrique, échappent souvent ou encore à la régulation. Donc, ce qui rend encore davantage les marchés, certains marchés ou certains segments des marchés financiers, pas tous, hein, là, je pense que la COSUMAF exactement a mis en place une panoplie de textes et de lois, mais comme justement les produits financiers évoluent, notamment avec l'arrivée des crypto-monnaies, il y a certains produits qui ne sont pas encore régulés comme il se doit et donc qui rendent les marchés financiers davantage vulnérables. Quelqu'un souhaite justement ajouter quelque chose sur la vulnérabilité liée à la typologie des produits. On a vu la vulnérabilité des marchés liée à l'aspect numérique avec notre expert cyber là-dessus. Et là, plutôt à l'aspect justement produit et le manque aussi de régulation par rapport à ces nouveaux produits qui arrivent sur les marchés financiers. Ben, peut-être je peux juste ajouter quelques idées là-dessus. D'abord, je remercie One Africa donc, pour l'organisation de ce webinaire et je remercie mes copanélistes et toi Zineb pour l'animation. Alors, justement, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque produit de la banque est susceptible, ou même du marché financier, est susceptible d'être sujet de fraude. Il n'y a aucun produit qui peut échapper à cela. C'est pour ça que il faut d'abord commencer par le commencement. Alors, commencer par le commencement, c'est-à-dire avant de mettre ces produits sur les marchés, il faut évaluer le niveau de risque de ces produits financiers, établir une cartographie des risques. Et une cartographie des risques, elle peut être établie par rapport à un certain nombre de paramètres qui sont fonctionnels, qui sont techniques, ainsi de suite, sans aller peut-être dans ce détail, mais il faudrait avant même de mettre ces produits à disposition, que ce soit des institutions financières sur le marché primaire ou même je dirais des particuliers ou des entreprises sur le marché secondaire, il faudrait qu'il y ait une évaluation de ce risque et par rapport aux institutions, définir l'appétence risque. C'est très important pour dire est-ce qu'on va aller sur ces produits, est-ce qu'on a les moyens de contrer le risque par rapport à ces produits ou pas. C'est quelque chose qui est très très important parce que souvent on pense que peut-être mettre des outils technologiques à disposition va contrer les schémas de fraude, mais d'abord, l'outil technologique il devrait être configuré ou paramétré en fonction des risques qui sont déjà identifiés. Et si ces risques ne sont pas identifiés, ça serait vraiment difficile de les contrer. Donc, on établit cette cartographie des risques qui est très importante. Et ensuite, il faut établir les contrôles par rapport à cette cartographie des risques, les contrôles par rapport à ces produits. Si je propose un produit, par exemple, un produit bancaire, supposons où il y a du cash intensif, donc quels sont les contrôles, par exemple, que je peux mettre en place? Ça peut être des contrôles humains, ça peut être des procédures, ça peut être de la technologie, ça peut être de la double validation. Euh, c'est ainsi qu'on peut contrer justement le cas de fraude. Donc le travail, il commence en amont avant de mettre quoi que ce soit comme outil technologique. Et ensuite, il faut avoir un référentiel de procédure qui est homogène dans ces institutions qui gèrent ce genre de transactions. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on parle, je prends un exemple de l'aspect de l'anti-blanchiment d'argent, et on l'a vu dans la région, il y a beaucoup d'institutions financières ou d'institutions qui ont leur procédure cadre. C'est une procédure interne, mais quand on voit plus en détail dans cette procédure cadre, elle reste une procédure qui est assez généraliste et qui ne gère pas vraiment les aspects opérationnels
par rapport aux luttes contre le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, il peut être déguisé sous plusieurs, je dirais, manières. Par exemple, dans une direction de réglementation d'échange, c'est pas la même manière dans le blanchiment d'argent. Il va se passer que, par exemple, dans les systèmes et moyens de paiement ou peut-être dans le Exact. private banking, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut pouvoir décliner un référentiel de procédure sur les directions opérationnelles également et leur façon de faire ça. Il faudrait que ça soit vraiment, ça colle à la réalité de leur opération chaque jour, qu'ils aient les outils pour contrer ça. Et ensuite, bien sûr, vient le volet technologique qui est très important, donc qui permet de gérer un flux de données qui est très important. En fait, c'est un binôme entre la technologie et l'humain. L'humain ne peut pas être très performant sans la technologie, mais en même temps, la technologie, elle est là pour faciliter le travail de l'humain. Si on parle également dans le cas d'un blanchiment d'argent en agence, la technologie, elle peut détecter un certain nombre de scénarios, mais elle ne peut pas détecter, par exemple, s'il y a un document qui est un peu trop parfait pour que ça soit vrai. Ou ça peut détecter que le client il est mal à l'aise ou il ne peut pas répondre à un certain nombre de questions pendant son KYC, ainsi de suite. Donc, c'est un couple, je dirais, la technologie, elle facilite et l'humain est un maillon qui est très essentiel pour contrer la fraude. Mais encore une fois, peut-être juste pour simplifier l'idée, le travail commence en amont. Il faut cartographier ces risques, il faut mettre en place les contrôles et ensuite mettre la technologie pour complémenter le travail. Donc, c'est Très ce que je... bien. Merci beaucoup, Monsieur Beraja, sur cette partie-là. Il y a Jimmy qui lève la main. Jimmy, à toi la parole. Oui, merci beaucoup Zineb et une fois de plus merci à One Africa pour l'invitation et merci à tous les panélistes. J'allais juste rajouter un peu quelque chose en fonction de ce qui a été dit par Ilias. Je pense que quand on parle de la vulnérabilité des structures de marché, vous l'avez dit dans votre introduction, on a des fraudes aujourd'hui qui ont pris plusieurs formes partant de délits initiés avec des fraudes numériques et fintech. Aujourd'hui, on parle de fraudes qui sont beaucoup plus sophistiquées. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être une différence entre notre capacité à réagir en tant que continent par rapport à ces questions et à l'Europe qui, de fois, essaie de prendre les dessus, ce qui fait que notre capacité à pouvoir réagir entre un problème qui est posé pour lequel la cartographie de risque a permis d'identifier suffisamment des risques, mais on n'arrive pas toujours peut-être à trouver des solutions technologiques qui permettent de pouvoir directement répondre à toutes ces questions, tout en sachant que l'actualité est en train d'évoluer et les types de risques sont en train de se diversifier. Et je pense qu'un élément qui reste très important, c'est pas seulement d'apporter des solutions qui puissent être technologiques, mais c'est de pouvoir mettre l'humain aussi au centre de tous ces changements, de façon à ce qu'on puisse pouvoir montrer la frontière entre la cybercriminalité et la fraude financière aujourd'hui qui devient très floue. C'est pour cela qu'il faudrait une approche vraiment qui soit interdisciplinaire, qui puisse intégrer tous les acteurs qui agissent dans le secteur de marché financier pour essayer d'avoir une réponse qui permettrait de pouvoir anticiper sur les risques auxquels on est confronté. On est confronté. Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Avant de conclure cette première partie qui porte justement sur les vulnérabilités des marchés financiers, on a vu avec notre expert cyber là-dessus quelles sont les vulnérabilités justement numériques, drivées aussi par la nouvelle technologie, notamment l'intelligence artificielle. Avec notre expert Ilias et Jimmy, on a vu justement la vulnérabilité réglementaire, mais aussi opérationnelle des acteurs, des acteurs de la place, et pour lequel il faut justement mettre en place une évaluation des risques et identifier l'appétence
à ces risques-là, mais surtout mettre en place un référentiel, pour reprendre le terme de Monsieur Beraja, un référentiel de procédure opérationnelle qui va justement être adapté à chaque entreprise. Avant de passer à la deuxième section qui porte sur les mécanismes de prévention et de détection, j'aimerais, avant de clore la partie sur les vulnérabilités des marchés financiers, j'aimerais juste prendre les deux questions. Donc, on va faire on va pas faire un Q&A à la fin, mais je propose qu'on fasse, il y a des questions sur le chat, qu'on puisse répondre de façon proactive aussi à ces questions. Alors, la première question, c'est une société de bourse peut se confronter à quel type de fraude sur le marché? Donc, une société de bourse, c'est un acteur sur le marché. Quels sont les types de fraudes auxquelles elle pourrait être confrontée? Alors, pour ma part, hein, je pourrais donner des leads comme ça pour une société de bourse. On a bien évidemment le délit d'initié, qui est l'utilisation d'une information privilégiée qui est non publique pour réaliser des opérations sur des instruments financiers. Il y a deuxième typologie de fraude pour une société de bourse, c'est la manipulation de marché, notamment les actions qui visent à fausser artificiellement le prix ou la perception d'un actif financier. Cela peut inclure, typiquement, je vais vous mettre quelques réponses aussi sur le chat. Le pump and dump, par exemple, c'est ce qu'on appelle gonfler artificiellement le cours d'une action pour la revendre à profit. Ou alors le marking the close, c'est influencer le cours de clôture par des ordres stratégiques en fin de séance. Et donc ça, c'est une manipulation on purpose, c'est-à-dire qui est faite exprès sur le marché, qui va fausser artificiellement le prix. Parce que le prix sur un actif boursier, il doit refléter la performance d'une entreprise. Et donc, quand on fausse artificiellement le prix d'un actif, le prix d'une action, cela ne reflète plus la performance de l'entreprise. C'est là où il y a le risque. Ensuite, il y a un troisième type de fraude, c'est la divulgation illégale d'informations, comme la transmission non autorisée d'informations. Et puis, il y a tous les types de fraude numérique dont a parlé notre expert cyber, l'outil d'usurpation d'identité pour les donneurs d'ordre, la falsification documentaire, etc. Donc, j'ai résumé un peu et je vois Lutfi qui lève la main. Si Lutfi, à toi la parole pour répondre à cette première question. Oui, Zineb. En fait, je souhaite juste rajouter un élément. C'est vrai que tu as tout parcouru, mais moi, s'il y a une catégorie de fraude qui devrait être mise en avant dans le secteur boursier, c'est la fraude interne. La fraude interne et abus. Pourquoi? Parce que les sociétés de bourse s'appuient sur l'information et il y a des informations qui sont généralement détenues en interne qui ont une capacité à influencer grandement les marchés financiers. Et quand je parle de fraude interne, je parle de l'abus d'informations privilégiées. Voilà, un employé qui utilise des informations confidentielles, par exemple, un ordre important d'un client institutionnel pour trader sur son compte personnel avant que l'information n'affecte le marché. Voilà, ça va avoir un biais direct sur le marché et c'est une fraude qui est directement et instinctivement liée au secteur boursier. Il y a un autre exemple que moi je prendrais, par exemple, la création de comptes d'opérations fantômes. C'est des actes de fraude interne aussi qui peuvent être opérés par ce type d'entreprise-là. Voilà, un employé malveillant qui crée un compte fictif dans le système interne ou enregistre des opérations fictives. Et cela peut permettre de dissimuler des pertes, de détourner des fonds ou manipuler la valorisation de portefeuille. Et l'impact peut se retrouver directement sur les marchés financiers qui dépendent grandement sur les informations que remontent ces structures-là. Donc, pour ma part, en tant que société de bourse, un accent doit être mis vraiment sur la gestion de la fraude interne, sur la gestion de l'information privilégiée, sur la gestion des accès afin d'encadrer cet élément-là qui, pour moi, devrait être le plus mis en avant lorsqu'on parle de société de bourse. Super. Merci beaucoup, Lutfi, pour ces clarifications très importante, justement, notamment sur la mise en accent sur la fraude interne. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors,
on peut passer à la deuxième question qui est concernant le blanchiment d'argent et pour les économies en besoin de financement pour accélérer le développement comme les États de la CEMAC, n'est-ce pas un mal nécessaire? Monsieur Beraja, peut-être que vous souhaitez. D'accord. Est-ce que c'est un mal nécessaire de justement passer par le blanchiment quand on est dans une économie en développement ou en besoin de financement? C'est une fausse bonne idée, je dirais, parce qu'aujourd'hui, le développement justement des pays qui ont besoin de financement passe par leur conformité réglementaire. Je dirais aujourd'hui, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les autres bailleurs internationaux prennent deux fois, enfin, ils réfléchissent deux fois avant de financer un pays où, par exemple, son classement sur l'échelle d'anti-blanchiment d'argent ou de fraude est élevé. D'accord? Donc déjà, l'accès au financement pour ces pays, pour le développement des infrastructures, ainsi de suite, ça devient plus difficile. Et aussi, ça coûte plus cher parce que c'est comme une banque, un client qui est plus risqué, donc on applique un taux de risque qui est plus élevé. Donc même ces pays qui ont accès à ces lignes de crédit, ils vont les payer plus cher parce qu'ils ne sont pas conformes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qu'on voit dans la région qui sont en train d'être évalués et réévalués. Il y a beaucoup d'avancées là-dessus et beaucoup de pays, ils ont progressé dans ce sens. Ils ont compris que pour avoir accès à des financements extérieurs, pour le développement de ces pays, donc justement, il faudrait qu'ils répondent à un certain nombre de réglementations, notamment si on parle de la réglementation ou les règlements du GAFI sur l'anti-blanchiment d'argent, où aujourd'hui les institutions financières de chaque pays, les institutions qui sont assujetties, les réglementations du pays doivent être conformes par rapport à ça. Et on peut le savoir, aucun pays, du moins dans la région, ne peut se développer sans les financements des investisseurs étrangers et des investisseurs externes. Donc ça, c'est le fait d'être conforme apporte beaucoup plus en matière d'économie que si on n'est pas conforme. Je voudrais peut-être aussi rebondir sur la question qui était avant. Donc, les techniques de blanchiment sur le marché financier. On parle aussi du blanchiment d'argent qui est un canal, je dirais, où les blanchisseurs d'argent, les marchés financiers, c'est quelque chose qui est privilégié. Parce qu'il faut savoir, dans le marché financier, il y a le marché primaire sur lequel les institutions financières elles sont plus actives. Il y a le marché secondaire où on trouve peut-être des particuliers, mais on trouve aussi des entreprises qui peuvent acheter des actions, ainsi de suite. Donc, il peut y avoir une fraude aussi de l'externe d'un certain nombre de blanchisseurs d'argent. Ça peut être des entreprises en échelle ou des entreprises avec des montages financiers qui sont assez compliqués, qui veulent cacher l'origine des fonds et ils peuvent très bien les investir dans les marchés financiers. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans ce sens. Pour le marché primaire, il ne faut pas croire aussi que, je dirais, il est mis de côté, hein, parce que même les institutions financières sont assujetties, elles doivent être contrôlées. Parce qu'il y a des institutions financières aujourd'hui internationales qui sont dans la région, qui ont des actionnaires aussi qui siègent dans leur board. Comment on sait que ces actionnaires ils ne sont pas des personnes politiquement exposées, que ce n'est pas des personnes à risque, ainsi de suite. Donc, pour être conforme, il faut être conforme sur toute la chaîne de valeur, que ce soit pour les institutions financières sur le marché primaire ou aussi sur les transactions avec les particuliers et les entreprises sur le marché secondaire. Alors, je vois que Zineb est en freeze. Je ne sais pas si c'est juste de mon côté.
Ouais, je pense que Zineb est en freeze. Ouais. Ben, peut-être je prendrai la main et je vais animer la session, hein. Donc, peut-être monsieur Lukaku, il peut intervenir puisqu'il voulait peut-être intervenir. Je suis désolée, j'ai été coupée un moment. Bienvenue, Monsieur Lukaku. Nous sommes ravis de vous accueillir lors de ce webinaire. Alors, la première partie, nous sommes en train de clore la première partie de ce webinaire qui portait sur les vulnérabilités des marchés financiers, notamment en Afrique. Si vous pouvez en dire un mot sur les typologies de fraude, qu'elles soient numériques, humaines, internes ou externes, sur les marchés africains. En vous remerciant. Bonjour. Tout d'abord, m'excuser sur le léger retard, hein. J'aurais dû être avec vous depuis 13 heures. Enfin, il est ici les 13 heures, hein. Donc, j'étais retenu à une réunion. Donc, merci pour votre patience. Et une fois de plus, je m'en excuse, hein. Voilà. Donc, je voulais d'abord réagir au dernier propos de M. Beraja, que je partage totalement. Totalement, parce que en fait, le débat de savoir si voilà, il faut ou pas mettre en place tous les dispositifs de lutte contre le blanchiment n'est plus un débat. La question ne se pose plus comment dire, dans les dispositifs de gestion des risques de tous les acteurs financiers aujourd'hui. Et c'est en Afrique, mais c'est comme ça partout. C'est des exigences à l'international. La question ne se pose plus. Les dispositifs de lutte contre le blanchiment occupent dans le dispositif général de gestion des risques une place de premier plan. Donc, la question ne se pose plus. J'ai envie de dire, on est obligé de suivre cette voie je veux dire, voilà, elle participe de la rentabilité des entreprises et de leur performance. Je pense que c'est ça. Et je veux même pas, en dehors même du fait que nos États sont largement très dépendants des financements extérieurs, même dans une démarche d'investissement, ça a été dit aussi par M. Beraja, les investisseurs internationaux regardent également ces paramètres et donc c'est devenu une conditionnalité. Voilà, donc maintenant, les schémas, moi je parlais de ce qui nous concerne, notre marché financier. Alors, nous sommes à un stade où les dispositifs de lutte, j'ai pas envie de dire embryonnaires, mais ils sont en train d'être mis en place et se renforcent. Alors, et là, il y a des disparités en fonction des acteurs. Certains sont membres de groupes bancaires et donc répondent déjà plus ou moins à ces conditions, à ces exigences. Pour ce qui est des acteurs, je parle des intermédiaires du marché, hein. La COSMAF agrée tout un ensemble d'acteurs financiers. Certains sont membres de groupes bancaires, sont un peu en avance sur le respect des exigences LBCFT. Mais pour les autres, bien sûr, ça se fait, mais avec un léger décalage. Pour ce qui est votre question concernait également C'était les la vulnérabilités. typologie de fraude. Alors, on n'est pas dans le blanchiment, plutôt dans la fraude, dans les Oui. marchés financiers, notamment les délits d'initiés, la manipulation des prix, pardon, l'usurpation d'identité pour les donneurs d'ordre, falsification de documents, et plus récemment, dans la crypto-monnaie, quels sont les risques que la crypto-monnaie apporte aussi dans le trading, dans les marchés financiers. Et le deepfake aussi avec les nouvelles, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus rapidement? Vous avez 3 minutes d'un point de vue, voilà, COSUMAF. Merci. Ils sont à ce stade, nous n'avons pas mené d'études de typologie. Bien sûr, on a une connaissance des acteurs que nous agréons. Nous avons une connaissance plus ou moins parfaite des sources de risques et de vulnérabilité. Et en ce qui concerne, vous avez fait allusion aux actifs numériques. Ils sont par construction, donc du fait de leur complexité, mais également une part d'anonymat qui est discutable, hein, qui est discutable. Les techniciens de ces choses vous disent que l'anonymat est contournable, mais peu importe, ils sont identifiés par construction comme des actifs qui, du fait de leur complexité et de leur, euh, on va dire, un côté l'anonymat qui est attaché aussi, ils sont une source de risque qui est identifiée même par construction. Donc, à partir de là, nous, on a mis en place une réglementation, hein, qui consacre ces actifs et il y a des acteurs qui évoluent dans la zone CEMAC, qui proposent notamment des services de trading de crypto-actifs.
Et ceux-là, nous menons actuellement un travail de recensement de ces acteurs à l'échelle de l'Afrique centrale qui suit son cours. On a eu une réunion de concertation avec eux. On a identifié un certain nombre de ces acteurs qui exercent ce type d'activité, mais on n'a pas encore d'études de typologie. Ce qu'on a fait, c'est que dans la réglementation, on les a soumis à des exigences identiques en termes d'obligations au contrôle interne, en termes d'exigences en matière de lutte, on en parlait tout à l'heure, de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, en termes de mécanismes prudentiels aussi, de gestion des exigences prudentielles dans leurs engagements. Donc, on les a soumis, si vous voulez, fallait donner une bien. cohérence à notre édifice réglementaire. Donc, on l'a fait en les soumettant aux mêmes exigences que les intermédiaires de marché traditionnels. Après, il y aura bien sûr des particularités. C'est un exercice qui se poursuit et donc il va être complété dans les mois prochains même par d'autres dispositifs. Super. Il y a une question pour vous, monsieur Lukaku, d'un participant. Quelles diligences sont prises par le régulateur, notamment la COSUMAF, au moment de l'agrément des assujettis pour préserver l'intégrité des marchés financiers, notamment en matière de LCBFT? Ben, Je la pense que réponse, vous avez couvert plus ou moins ce que vous venez de dire, mais si vous voulez faire un petit résumé pour notre participant. non, mais vous savez que en fait, ça va même au-delà de la sphère LBCFT, parce que nous, quand C'est on ça. agrège des acteurs, je répète on va faire une petite comparaison. La COBA, qui est un régulateur bancaire, la COSMAF, qui est également sur le secteur financier, s'occupe du marché financier, donc couvre toute l'économie. Toute l'économie. Donc, on prend en compte, en dehors de LBCFT, on prend en compte tout un ensemble d'exigences d'honorabilité, d'honorabilité, de moralité, L'intégrité. compétences, d'intégrité, tout ça. Donc, ça, c'est le premier contrôle que nous faisons à l'entrée, si je puis dire. Donc, à l'entrée, donc, c'est des contrôles qui sont assez pointilleux pour s'assurer que la structure elle-même, mais également non seulement ses promoteurs, ses dirigeants, mais également son personnel et notamment les contrôleurs internes. On va regarder dans le détail pour recevoir tous les apaisements nécessaires et tous les éléments d'appréciation qui permettent de juger de la recevabilité de leur dossier. Donc, oui, ces contrôles se font en amont, donc à l'entrée. Oui. Exact, exact. Merci beaucoup, monsieur Lukaku, pour ces précisions. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur sur ce premier axe, comme je l'ai précisé au début de ce webinaire, que nous allons discuter, échanger autour de deux axes principaux. Le premier, c'est sur les enjeux, notamment les vulnérabilités des marchés financiers en Afrique. Et puis, le deuxième axe, ce sont les mécanismes de prévention et de détection. Donc, pour clore ce premier axe, pour les personnes peut-être qui viennent de nous rejoindre, je vois que les intervenants arrivent petit à petit aussi dans le call, enfin dans le webinaire. Alors, pour résumer, sur les vulnérabilités des marchés financiers aujourd'hui, nous avons deux ou trois grandes typologies de vulnérabilité. Il y a les vulnérabilités numériques, expliqué par notre expert cyber Letsu, et qui justement englobe plusieurs risques, notamment les identités synthétiques, le deepfake, l'usurpation d'identité, mais ce sont des fraudes qui existaient déjà. C'est juste que les utilisateurs aujourd'hui, ou plutôt les utilisateurs criminels, ont beaucoup plus de moyens sophistiqués à leur disposition aujourd'hui pour commettre des actions frauduleuses. Mais la fraude numérique existait déjà dans les marchés depuis plusieurs années. Donc ça, c'est qui concerne la fraude numérique, et puis qui vient aussi s'intensifier avec la complexité des produits financiers. Aujourd'hui, comme la crypto-monnaie qui n'est pas encore réglementée, mais qui aussi incite sur l'anonymat, qui privilégie l'anonymat, etc. Ce sont des amplificateurs aussi qui aident à dissimuler les actions frauduleuses. Deuxièmement, on parle aussi de vulnérabilité interne et externe liées au contexte réglementaire, mais aussi aux opérations du marché.
Il y a cette absence sur certains produits financiers de réglementation très pointue ou très avancée, comme par exemple les crypto-monnaies, mais aussi concernant les dispositifs organisationnels au sein des acteurs financiers et des institutions financières, on peut aussi relever que l'importance d'évaluation des risques, expliquée aussi par Monsieur Beraja, la mise en place d'un référentiel de procédure est très critique pour justement essayer de contrer ces vulnérabilités qui sont intrinsèques au marché financier et intrinsèques aux organisations ou aux institutions financières opérant dans les marchés financiers. Cela étant dit, il ne faut pas oublier qu'il y a des fraudes qui datent depuis les années 80, notamment qui portent sur les délais d'initiés, la manipulation des prix, divulgation d'informations confidentielles, etc. C'est des fraudes qui existent depuis toujours, mais encore une fois, et qui persistent dans les marchés, mais qui sont, j'ai envie de dire, qui ont été powered, qui ont été un peu fortifiées avec la technologie. Donc voilà pour résumer sur cette première partie. J'espère que j'ai été très fidèle aux propos de chacun et de chaque intervenant. Sans tarder, nous allons passer à la deuxième partie du webinaire et qui porte sur les mécanismes de prévention et de détection. Il y a eu pas mal de questions sur comment faire pour prévenir, pour réguler mieux, etc. Alors, il y a plusieurs, j'allais dire, sous-sections dans cet axe-là. Il y a la section, le cadre réglementaire renforcé. Il y a la section, la technologie en tant qu'outil préventif et détectif, c'est-à-dire on peut détecter et prévenir grâce à la technologie. Le rôle des lanceurs d'alerte et puis l'éducation et la sensibilisation. On va voir ces quatre sous-axes durant la demi-heure qui nous reste, les 20 minutes, demi-heure qui nous restent. Nous prenons aussi les questions via le chat. N'hésitez pas à écrire. On va les prendre de façon proactive pour que ça soit plus efficace pour les participants. Alors, sans tarder, sur le cadre réglementaire renforcé, qu'est-ce que vous préconisez? Je vais m'adresser à Monsieur Lukaku, qui représente la COSUMAF, sur le cadre réglementaire en tant que mécanisme de prévention et de détection. Quel est votre point de vue est-ce qu'il faut renforcer le cadre réglementaire, sachant que la réglementation internationale a déjà mis en place des lois et règlements, comme la loi Sarbanes-Oxley aux USA, la loi MiFID II qui protège les investisseurs et qui incite au reporting et à la transparence des marchés financiers en Europe, etc. Alors, où il y a un autre volet sur les sanctions dissuasives en cas d'un manquement ou d'une fraude. Quel est votre point de vue, Monsieur Lukaku, sur le renforcement du cadre réglementaire, que ce soit la mise en place de lois ou le renforcement des sanctions? Merci, c'est une très belle question. Avant d'y répondre, sur le premier volet de ce webinaire, vous avez dit quelque chose tout à l'heure en parlant de crypto-monnaie, vous l'avez dit 2 fois. Pour ce qui est de l'Afrique centrale, j'aimerais préciser, il y a bien un encadrement, il y a un encadrement réglementaire, il y a des textes, il y a des dispositions qui encadrent, qui consacrent les crypto-actifs en général, et en particulier donc les crypto-monnaies. Auquel vous avez fait allusion. Donc, c'est mis déjà dans un règlement et c'est repris dans le règlement général de la COSUMAF et ça va être complété par des instructions. Donc, c'est une réglementation qui est on va dire, qui est en place déjà, mais qui se renforce. Et qui date de quelle année, monsieur? 2022. 2022. D'accord. Voilà. Super, merci pour cette précision. Voilà. Merci pour cette précision. Donc, il y aura des instructions qui vont venir justement apporter plus de directives, parce que quand bien même s'il y a un cadre réglementaire, parfois ce n'est pas suffisant. Le cadre seul n'est pas suffisant. Encore faut-il l'appliquer et le traduire en directive, en circulaire, en règlement, et comment le rendre opérationnel auprès des assujettis. Ce travail-là est en cours, notamment chez la COSUMAF. C'est ça. C'est ça. Super. Je vois que M. Beraja… Oui. Ah, oui. Alors, on va laisser M. Lukaku finir juste sur la question de régulation, sanction,
et je donne la main à Monsieur Beraja juste après sur la partie réglementaire. Monsieur Lukaku, vous avez la parole. Alors, pour vous répondre, donc, sous l'angle de le renforcement réglementaire, c'est le travail que nous avons fait ces derniers jours. Je reviens sur les mêmes textes en 2022, donc parce on a tiré les leçons de certaines insuffisances de notre corpus réglementaire, mais qui étaient également liées à la taille du marché. Le marché, il grandit, donc on est encore un petit marché financier, mais pas comparé à il y a 10 ans, il a franchi des caps. Donc, il grandit. Donc, il y a eu un renforcement réglementaire pour en tenir compte. Donc, sous l'angle des obligations d'information, parce que des acteurs nouveaux ont émergé. Donc, des acteurs nouveaux, notamment dans l'industrie de la gestion collective. On a maintenant des produits nouveaux. On a on a consacré tout ce qui est financement participatif, financement. Donc, il y a toute une panoplie de nouveaux acteurs dont il a fallu prendre en compte, qu'il a fallu prendre en compte dans nos textes. Et donc, on a renforcé les obligations en termes de transparence, bien sûr, contrôle interne, on en parlait tout à l'heure, pour les acteurs traditionnels, mais également pour les acteurs nouveaux. Donc ça a été fait. Et le volet des sanctions également, pour répondre très clairement, il a été renforcé pour couvrir effectivement toute la panoplie des nouvelles activités, de nouveaux risques qui ont vu le jour. Donc, je peux peut-être m'arrêter là, hein. Principalement, ça recouvre le travail qui a été fait et c'est un travail qui Les fraudes continue. les plus répandues dans la région, dans la région de l'Afrique centrale. Rapidement. Quelles sont les fraudes les plus, de par votre lecture en tant que représentant de la COSUMAF? Les fraudes les plus répandues, on a quelquefois, bien sûr, la participation, ce qu'on a relevé même encore récemment, la participation de certaines de nos structures agréées, pas beaucoup, mais à des transferts de fonds occultes associant des produits numériques et des transferts à l'étranger. Donc, en dehors de notre zone, de notre zone de l'Afrique centrale, de la CEMAC, donc associés à des structures qui ne sont pas agréées sur le marché, mais s'associent à des transferts de sommes d'importance, de très grande importance, et associant des actifs numériques et des transferts à l'étranger, à des entités financières euh, Étrangère. en Angleterre Située à notamment, l'extérieur voilà, de à l'Afrique, c'est l'extérieur de la ça? zone CEMAC. Voilà. De la zone CEMAC. Très Voilà. bien. Alors, Je vous remercie. il y a des risques aussi, certains dispositifs de contrôle interne sont insuffisants, certains dispositifs de lutte contre le blanchiment sont insuffisants et donc peuvent laisser la place à des fraudes. En fait, Oui, ça, c'est des contrôles qui se poursuivent, hein, mais c'est des risques qui sont identifiés là. Ça fait partie des risques identifiés. super. Merci, merci beaucoup, Monsieur Lukaku, pour ces précisions. Alors, comme prévu, je donne la main à Monsieur Beraja et après, juste après, à Monsieur Gatien qui a aussi levé la main. Alors, Monsieur Beraja, rapidement sur le volet réglementaire parce qu'après, on doit parler sur la technologie. Donc, Alors, Monsieur alors, Beraja. alors, moi, qui a beaucoup travaillé dans la zone CEMAC, je peux vous dire que la zone CEMAC a un arsenal réglementaire qui est très développé aujourd'hui. Notamment avec la sortie des règlements CEMAC en décembre 2024 sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc les règlements 2, 3 et 4 qui sont très très développés et qui sont très exigeants et qui correspondent aux règlements du GAFI par rapport à ça, mais qui sont assez, je dirais, peaufinés ou qui collent à la réalité centrafricaine. Parce que c'est vrai qu'il y a les réglementations internationales, mais il faudrait aussi pour les mettre en pratique, que ça colle à la réalité de ces pays, à leurs économies, et ainsi de suite. Donc l'arsenal réglementaire, et je rejoins totalement M. Lukaku, est très, très avancé. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Pour le mettre en pratique, bon, il y a la partie gouvernance, régulateur qui mettent ça en place, mais ensuite, il faut inciter les institutions à le mettre en place en mettant notamment toute la partie supervision de ces institutions pour qu'elles mettent tous les mécanismes possibles
pour appliquer cette réglementation. Ces règlements, ils collent par rapport à l'identification donc des contreparties, notamment sur le KYC, l'identification du bénéficiaire effectif, sur l'obligation de déclaration des transactions de soupçon, pour l'archivage très détaillé des données. Monsieur Lukaku en a parlé pour l'audit interne, mais aussi pour l'audit externe pour les institutions internationales. Donc aujourd'hui, l'arsenal réglementaire est en place pour la région CEMAC. Maintenant, il y a du travail encore à faire sur la partie, je dirais, déclinaison de ces réglementations sur le terrain. Et ça ne peut pas se faire juste par le gouvernement, mais toutes les contreparties qui sont impliquées dans le tissu des marchés financiers. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Merci beaucoup, Monsieur Beraja, pour cette clarification justement sur le contexte réglementaire. Et Dieu sait comment, voilà, vous êtes sachant expert sur cette partie-là. Alors, sans tarder, il reste encore 3 sous-thèmes à adresser et quelques questions. Donc, on va garder le cap, hein, l'interaction avec l'audience. Alors, une fois qu'on a vu la partie réglementaire, le deuxième sous-axe, c'est la technologie, notamment les technologies avancées aujourd'hui, via les algorithmes de surveillance des opérations, des comptes, des différentes transactions, virements ou autres. L'IA ou le big data pour détecter les anomalies en temps réel. Donc, ça peut aider, ça peut être un outil de détection et ou de prévention. Et puis, deuxième sous-axe, c'est l'authentification biométrique et réseau antifraude partagé. Alors, avant de parler des algorithmes de surveillance l'IA Big Data, j'aimerais juste revenir à Monsieur Letsou sur l'authentification biométrique et réseau antifraude partagé. Est-ce que c'est un lead? Est-ce que c'est un chemin justement qui peut nous aider pour prévenir la fraude et puis sauvegarder l'intégrité des marchés financiers? Alors, Zineb, moi j'aime bien comme la question elle est formulée, parce que tu parles bien d'aider, parce qu'au final, la technologie, aussi sophistiquée qu'elle soit, elle n'est qu'un outil d'aide. Et ce qui va sous-tendre cette technologie-là, c'est 2 éléments qu'on occulte très rapidement. Tout à l'heure, on en a parlé. C'est le cadre réglementaire et c'est les hommes. Oui, aller vers une démarche d'authentification biométrique, ça va nous donner beaucoup plus d'outils, mais il ne faut pas perdre de vue la réglementation parce que la réglementation, elle est pensée pour intégrer un ensemble d'éléments technologiques. Donc, si tu me permets, je souhaite un peu revenir un peu sur ces éléments technologiques en adéquation avec la réglementation pour montrer un peu comment est-ce que finalement les évolutions de ces 2 niveaux sont concomitants. Parlons par exemple de la COSUMAF. Il y a un cadre réglementaire qui existe, qui a été mûri par pas de professionnels. Monsieur Lukaku, il est là, il en a parlé pour l'attester, et qui a un ensemble de dispositions derrière lesquelles un ensemble de briques technologiques se doivent d'être implémentées. Une de ces dispositions, par exemple, c'est l'obligation de vigilance et de déclaration. Là-dedans, on parle de lutte contre le blanchiment, de financement du terrorisme et de cartographie des risques. Derrière, on a des outils technologiques qui doivent sous-tendre cette disposition en termes d'outils de screening, en termes d'outils GRC pour la cartographie des risques. Il y a une autre disposition qui parle d'exigences en matière de contrôle et de conformité. Et là-dedans, il y a des articles qui imposent des procédures de détection et des détections des opérations suspectes. Là-dessus, outils technologiques, on a des outils de détection tels que les SIEM qui se doivent d'être implémentés par tous les établissements assujettis par la COSUMAF pour répondre à cette exigence-là. Et ce n'est qu'en implémentant des briques technologiques qui s'alignent à ces différentes dispositions qu'on peut avoir un écosystème financier beaucoup plus stable. Si on prend une disposition qui régit les règles pour les intermédiaires, on a parlé tout à l'heure des intermédiaires, M. Lukaku en a parlé. Pour moi, les intermédiaires, c'est un peu le ventre mou de la sphère financière au sein de notre sous-région. Pourquoi? Parce qu'ils sont repartis en 2 typologies. Il y en a qui sont des succursales ou alors des filiales de gros groupes bancaires, donc ils profitent un peu
de la structure et du cadre procédural qui existe au sein de ces banques. Ils ont un niveau de maturité intéressant et ils ont un peu la COBAC tout près d'eux, mais il y a les autres qui ne bénéficient pas de cette infrastructure en termes de système d'information, en termes de processus et de procédures, mais qui concentrent quand même beaucoup d'actifs financiers au sein de la sous-région. Et la COSUMA, dans son règlement général, il a prévu justement un ensemble d'exigences en termes d'enregistrement de transactions pour tous ces intermédiaires, de sécurisation des systèmes d'information et de gestion des conflits d'intérêts. Derrière toutes ces dispositions, il y a un ensemble de briques technologiques qui se doivent être implémentées. Comment est-ce qu'on se rassure que les intermédiaires, pour ceux qui ne sont pas des gros bancaires, enregistrent effectivement toutes les transactions de bout en bout? C'est une vraie question qui n'est pas que technologique, qui au-delà de la technologie est même une question éthique. On a des dispositions aussi qui concernent les actifs numériques. On en a parlé, les jetons. Autour, Monsieur, si vous me permettez, j'aimerais juste recentrer la question sur est-ce que l'authentification biométrique suffit-elle ou quelles sont les limites de l'authentification biométrique dans le combat contre la fraude? Alors, le développement que je faisais, c'était pour faire comprendre qu'en fait, l'authentification biométrique est un outil, mais à côté de cet outil, il faut avoir tout le dispositif. Naturellement, c'est pourquoi j'ai invoqué ce cadre légal qui prescrit derrière chaque disposition un ensemble d'outils technologiques qui se doivent d'être implémentés parce que ça a été pensé. Et si on arrive à implémenter ces différents outils, on peut avoir en plus l'authentification biométrique. Ça va être une palette en plus, mais ce n'est pas la clé qui va résoudre tous les problèmes. Pour avoir un écosystème qui est fort, il faudrait que chaque disposition, chaque acteur s'arrange à mettre en place toute l'infrastructure qui lui permet de suivre les transactions, de les détecter, de pouvoir anticiper sur les fraudes, et puis naturellement avec l'authentification biométrique, de pouvoir contrôler qui a accès à ces systèmes, oui ou non. Très bien, c'est très clair. L'authentification biométrique seule ne peut pas résoudre le problème, mais c'est un outil qui nécessite la mise en place d'un dispositif, notamment anti-fraude et anticorruption et LCBFT nécessaire pour justement contrer toutes les actions frauduleuses internes ou externes au sein d'une institution financière. J'ai été fidèle à votre propos, j'espère. Avant de donner la main à Monsieur Beraja, qui est notre expert technologique sur justement les outils et systèmes à mettre en place dans le cadre de la lutte, soit contre le blanchiment ou la lutte contre la fraude, j'ai vu que Monsieur Mango avait levé la main, puis baissé la main. Je ne sais pas, Monsieur Mango, si vous souhaitez intervenir, que ce soit sur le volet technologique ou le volet réglementaire dont on a parlé tout à l'heure. Merci, madame. J'ai demandé la parole tout à l'heure pour compléter les propos de M. Lukaku. Mais puisque vous avez donné la parole à M. Beraja avant moi, sa grande connaissance de la zone CEMAC, de toute la gestion en place dans cette zone, a permis déjà de... Et sur les questions technologiques, je ne le dirai pas mieux que les experts qui sont intervenus avant moi. Mais je voudrais quand même compléter l'information. Disons que il y a quelques mois, au mois de juillet, précisément, la COSUMAF a impulsé un cadre formel de discussion, de coopération avec toutes les ANIF, avec toutes les ANIF en fait des États de la CEMAC, parce que les ANIF ne sont que dans les États de la CEMAC, avec toutes les ANIF. Et nous avons fait un travail bien, il ne nous reste que l'adoption. Donc, je pense que c'est un pas très important dans le cadre de l'intégrité au niveau des marchés financiers. Vous savez clairement que la fraude est une infraction sous-jacente du blanchiment. On ne peut pas distinguer la fraude du blanchiment. C'est l'une des infractions sous-jacentes. Et donc, il faut une synergie des acteurs, non seulement au niveau de la réglementation formelle des règlements ou des grands textes, mais aussi des concessions bilatérales à travers des ententes, des protocoles,
des cadres formels de partenariat euh, en vue de renforcer les mécanismes de détection et de prévention de cette infraction. Merci, madame. Merci beaucoup, Monsieur Mango. Alors, je vois que Monsieur Jacques Garassal a levé la main. Monsieur Jacques, vous souhaitez intervenir toujours soit sur le volet réglementaire qui vient de passer ou sur le volet technologique. Monsieur Jacques, Oui, oui, je à vois vous ça la bien. parole. Ok, je voudrais intervenir sur le cadre réglementaire euh, et les hommes. Il est très intéressant de mettre en place des cadres réglementaires et il faut aussi savoir comment dissimuler aussi ces cadres réglementaires pour que les acteurs autour du marché puissent aussi s'approprier ces cadres réglementaires et l'appliquer. La question de l'application des cadres réglementaires, ça pose un problème parce que moi, je suis aussi de la zone CEMAC du Tchad et je comprends ce que ces choses se déroulent dans nos pays. Et tout à l'heure, quelqu'un a abordé la question sur les cadres réglementaires et les hommes. Il faudrait aussi que quand on met en place des cadres pour réglementer la marche dans une société, les hommes qui doivent l'appliquer doivent s'approprier et ils doivent respecter ce cadre-là. Et c'est là où le bas blesse un peu dans notre zone. Proprement, tout à l'heure, il y a beaucoup d'intervenants qui intervenaient sur la question de la CEMAC et tout à l'heure, les derniers intervenants, j'ai fait bien toute son intervention tout à l'heure sur la question des cadres réglementaires et du marché, soit en Afrique centrale. Alors, ce sont des choses très importantes où il faudrait qu'on travaille, les hommes au niveau micro, que tant au niveau macro, pour qu'un certain nombre de cadres qui existent pour réglementer tel ou tel autre système, que nos concitoyens, les acteurs qui sont les consommateurs à la base, puissent s'approprier toutes ces choses-là et surtout les opérateurs économiques puissent aussi comprendre parce que nos marchés sont tellement poreux de telle sorte que les mentalités des hommes doivent être aussi réformées parce que le marché existe, parce qu'on a mis en place un certain nombre de cadres pour que ces cadres-là soient respectés et que les citoyens à la base puissent avoir accès à ces marchés selon leurs bourses. Et ça, ce sont des aspects importants. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jacques, pour cette précision sur le capital humain et les actions à mener, autant sur l'aspect micro ou macro au niveau des hommes. C'est très important, on ne peut pas mener un changement sans les hommes, on est bien entendu. On est bien d'accord. Alors, avant de passer à la troisième sous-section sur les lanceurs d'alerte avec Jimmy, Monsieur Beraja, rapidement, une synthèse sur les technologies avancées. Comment justement la technologie peut servir à lutter contre la fraude et à préserver l'intégrité des marchés financiers. Ben, parfaitement, en fait. Comme on a dit au début, que l'humain, c'est vrai que c'est un maillon important, mais c'est le maillon le plus faible de la chaîne. Ça, c'est très important. On va peut-être en parler tout à l'heure par rapport à tous les aspects de formation, mais la technologie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est importante, mais qui est réglementaire aussi. Donc, il faut le dire, donc les réglementations de GAFI, elles imposent à toutes les institutions d'avoir des systèmes de surveillance et de monitoring des transactions. Aujourd'hui, ensuite, il y a des technologies qui sont diverses. Vous avez les technologies qui se basent sur un certain nombre de règles de scénarios, c'est-à-dire des scénarios que nous, on connaît déjà, on va les mettre sur les systèmes d'information. Par exemple, si j'ai une transaction avec de la structuration, par exemple, ou qui, par exemple, pour diviser la transaction en plusieurs transactions pour qu'elle ne soit pas déclenchée, ainsi de suite. Mais en même temps, ces, je dirais, méthodes commencent aussi à démontrer leurs limites. Et là, l'intelligence artificielle, elle peut faire toute la différence. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle permet de détecter un certain nombre de patterns que l'humain ne peut pas détecter. Alors, nous, on l'a fait, pas forcément dans la région CEMAC, mais dans la région UEMOA,
où on a mis un certain nombre de systèmes de gestion de fraude, où il y avait des fraudes, on sait que c'est des fraudes, mais on ne sait pas comment ils se sont passés. On n'a pas les paramètres pour mettre en place les scénarios. Et donc, l'intelligence artificielle, elle permet d'ingérer tout l'historique des transactions passées avec, avec les fraudes passées. Et l'intelligence artificielle, elle s'entraîne pour pouvoir détecter ces patterns qui sont en commun pour prévenir la fraude avant qu'elle se passe. L'intelligence artificielle, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un buzzword. Elle est sur tous les aspects, je dirais, euh, sur tous les panels, mais moi, je peux vous dire que ça a été testé et prouvé sur la partie surtout gestion de fraude. C'est une technologie qui permet de réduire la fraude d'une manière très, je dirais, importante. Par rapport à ça, il peut détecter des choses que l'humain ne peut pas détecter. D'autant plus, un dernier mot, peut-être juste pour faire passer la parole. Oui. Aujourd'hui, les systèmes de gestion de fraude en matière technologique, c'était des systèmes qui sont silotés. Qu'est-ce que ça veut dire siloté? Dans une institution, on a un système de gestion de fraude, par exemple, sur des transactions des marchés financiers, un système de gestion de fraude qui gère la fraude des paiements, qui sont celles de la carte, ainsi de suite, des systèmes de gestion de fraude qui gèrent tout ce qui se passe sur les transactions du core banking, des systèmes de gestion de fraude, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on voit une convergence de tous les systèmes vers ce qu'on appelle des solutions enterprise. Pourquoi? Parce que il faut détecter la fraude de bout en bout. On utilise un compte bancaire pour virer des fonds sur le compte avec lequel, le compte de titre avec lequel qu'on va utiliser pour faire les transactions, par exemple sur le marché financier, acheter des actions, ainsi de suite. Donc, ces solutions enterprise, elles permettent d'avoir une vue 360 degrés sur tous les canaux, sur toutes les chaînes, y compris la fraude interne. On en a parlé au début. Donc, la fraude interne, il y a un certain nombre de scénarios qui sont faits sur les systèmes d'information par je dirais, des agents qui sont mal intentionnés. Il ne faut pas généraliser, mais les solutions aujourd'hui, entreprises, elles permettent de détecter ce genre de fraude. Bon, dans le secteur bancaire, pas forcément dans les marchés financiers, il y a un certain nombre de fraudes internes qui sont très connues par rapport aux cartes prépayées, par rapport aux Très bien. microtransactions sur les comptes dormants, par rapport aux transferts, par exemple, d'argent entre différents comptes, la réactivation de comptes dormants, ainsi de suite. Il y a un certain nombre de scénarios qui se passent de la fraude interne. Donc, il faut avoir ces solutions, je dirais, enterprise, qui permet d'avoir toute la chaîne de valeur, y compris interne, externe et surtout les autres aspects de l'institution qui gère la transaction de bombes. Très Donc, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ilyes, pour ces précisions sur la partie technologique et sur la vue justement holistique du combat ou bien de la lutte contre la fraude, qui aujourd'hui, justement, elle a une vue holistique et non plus une vue en silo au sein de l'entreprise. Très bien. Alors, sans tarder, je vois que le temps, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. J'aimerais donner la parole à Jimmy Kandé, justement, pour adresser un axe très important dans les mécanismes de prévention et de détection de la fraude qui porte sur le rôle des lanceurs d'alerte et donc qui a un rôle très crucial dans la détection des fraudes et justement comment on doit mettre en place tout ce mécanisme de lanceurs d'alerte, mais aussi comment les protéger et sensibiliser autour de cela. Jimmy, Hello. oui, on t'entend, Jimmy. Ok, merci beaucoup, Zineb. Je pense que ça a été longuement dit pendant cette conférence que la technologie seule ne suffit pas. C'est un outil qui permet de pouvoir prévenir un certain nombre d'irrégularités dans le système financier, mais ça a été également mentionné que l'homme est un acteur important, resté un tout petit peu le maillon faible de ce processus dans la mesure où il est censé être celui qui, normalement, prend la décision après avoir constaté une série d'anomalies qui peut décider d'aller outre. C'est qui signale et qui montre un peu, au regard de l'histoire un peu du système financier, de voir, par exemple, lorsque des scandales importants
éclatent. Généralement, ce sont des employés qu'on n'a pas appelés des lanceurs d'alerte qui ont commencé par dénoncer certaines irrégularités en interne sans pour autant que des solutions soient réellement trouvées en interne. Ce qui veut dire, si on veut bien évidemment protéger le système financier dans son ensemble, il doit exister des mécanismes qui permettent à des employés qui sont témoins des irrégularités, qui sont témoins de malversations, de disposer de mécanismes pour leur permettre de pouvoir dénoncer en interne ou d'aller à l'externe lorsque les solutions ne sont pas prises directement. Je vais prendre un exemple pour illustrer que les mécanismes internes, c'est vrai, permettent à un certain moment de pouvoir prévenir des irrégularités, mais les grandes réformes qui ont été entamées dans le monde, dans le secteur financier, généralement sont venues de travaux de journalistes d'investigation qui ont généralement travaillé avec de lanceurs d'alerte. Vous vous souviendrez certainement de l'histoire de la Danske Bank en Europe, où on a eu à parler de près de 230 millions d'euros de flux illicites qui venaient normalement des personnes qui n'étaient pas résidents en Lituanie, mais qui transitaient et généralement avec des sociétés opaques. Et celui qui travaillait dans cette banque a commencé par faire des alertes en interne sans pour autant que l'homme qui est censé prendre les décisions, parce que la technologie avait permis de pouvoir identifier ces irrégularités-là, ne puisse pas prendre des solutions nécessaires. Et l'affaire a pu éclater en 2018, où on a vu de banques européennes, de banques américaines être également impliquées jusqu'à ce que la banque a été contrainte de pouvoir payer 2 milliards de dollars d'amende avec la direction, le département de justice aux États-Unis. Et là aussi, on voit très bien qu'il y a un choix qui est fait généralement deux fois par des entreprises. Vraiment, à n'est pas respecter les référentiels parce que le coût des opérations qui vont découler de son non-respect sont supérieurs à la sanction. Donc, ce sont des choix stratégiques qui sont faits. Et on voit très bien que les révélations de lanceurs d'alerte ont permis de révéler ces scandales et plusieurs enquêtes ont pu commencer dans plusieurs pays. Il est important aujourd'hui, quand on regarde la situation sur le continent africain, de se voir que beaucoup plus le système financier s'intéresse également à la protection de lanceurs d'alerte. Mais quand on regarde la configuration juridique des pays qui sont dotés de lois qui obligent les secteurs privés à pouvoir mettre en place des systèmes de lanceurs d'alerte, on se retrouve vraiment avec très peu de pays, à part une dizaine qui ont encore de lois. Et cela signifie également que lorsque ces lois existent, elles ne sont pas toujours appliquées. Et je pense que lorsqu'on regarde les lanceurs d'alerte comme étant des acteurs qui permettent de conserver la fiabilité du secteur financier, il est d'intérêt de chaque acteur agissant dans le secteur financier de pouvoir prendre des mesures, parce qu'après, lorsque les mesures ne sont pas prises, les sanctions reviennent sur l'institution et cela peut avoir des conséquences sur la réputation des entreprises. Et généralement, lorsque la réputation est salie au niveau international, très difficile de pouvoir avoir de la coopération au niveau de transactions financières. Mais il y a également le rôle de l'État qui est censé gérer tout ça, de pouvoir offrir la possibilité aux lanceurs d'alerte qui sont à la base de grandes révélations qui portent de changements, de pouvoir bénéficier d'une certaine protection parce qu'ils sont généralement objet de représailles. Pour ceux qui ont encore suivi peut-être très récemment sur l'affaire du Boeing aux États-Unis, on a vu le lanceur d'alerte disparaître dans des conditions mystiques sans pour autant qu'on puisse être en mesure de pouvoir expliquer les raisons du décès de ce lanceur d'alerte. Il y a un travail que le lanceur d'alerte arrive à faire qui permet de sauvegarder l'intégrité du système financier, qui nécessite d'être protégé pas seulement par l'État, mais cette protection et les mécanismes pour garantir la sécurité doivent commencer en interne, de façon à ce que le résultat que nous voyons, nous avons vu de l'argent récupéré. Aujourd'hui, on parle de la fraude qui est transnationale, des révélations de lanceurs d'alerte qui ont commencé dans le pays africain pour aller jusqu'en Europe. Je pense qu'il est important que ces acteurs qui sont les lanceurs d'alerte, les journalistes d'investigation, qui viennent en apport pour révéler le scandale qui, en réalité, doivent permettre de pouvoir amorcer des réformes pour que ces derniers puissent être protégés. Et je pense que les médias ont suffisamment montré avec les scandales Panama Papers, on a eu le cas Madoff, beaucoup
montre très clairement que ce rôle doit être joué. Et là montre un peu que ce combat que nous avons doit intégrer tous les acteurs, que ce soit ceux qui sont directement liés aux opérations financières, mais même ceux qui sont en dehors, qui peuvent alerter et travailler des fois avec les organes de renseignement financier qui ont généralement besoin des déclarations de soupçons qui viennent des personnes qui sont à l'externe. Donc, il est important de pouvoir intégrer cette dimension, de pouvoir protéger ceux qui sauvegardent un peu l'intégrité de notre système financier afin que nous puissions répondre bien évidemment à la sécurité de notre système financier. En effet, en effet. Merci beaucoup, Monsieur Kandé, pour ces explications autour de justement l'importance des lanceurs d'alerte dans des cas et pour l'illustration de la criticité du rôle de lanceur d'alerte dans plusieurs cas, notamment l'affaire Boeing, mais aussi, moi je pense à l'affaire Madoff, ça a été éclaté grâce à un lanceur d'alerte, autrement le schéma Ponzi aurait continué jusqu'à ce jour. Mais les lanceurs d'alerte jouent un rôle critique justement dans la lutte contre la fraude, mais aussi surtout quand une fraude est installée dans la destruction ou le démantèlement de cette fraude. Très bien. Alors, il nous reste 5 minutes pour clôturer, mais aussi pour parler de l'éducation et sensibilisation. Ça va être aussi le mot de la fin. Et voir 2 questions ensemble. Alors, avant de clôturer avec le sujet sur l'éducation financière, la sensibilisation de tous les acteurs des marchés financiers, il y a une question pour la COSUMAF. Donc, la COSUMAF a-t-elle élaboré une cartographie des risques LCBFT sur les marchés financiers de la CEMAC? Si on peut l'espérer pour quand? Je suis juste en train de lire. Si monsieur, alors je ne sais pas si monsieur Lukaku est toujours avec nous. Oui, il est avec nous. Vous avez une réponse rapide, hein, il nous reste quelques minutes. Pour Lionel Beninga, qui pose la question, la COSUMAF a-t-elle élaboré une cartographie des risques sur les marchés, des risques LCBFT sur les marchés financiers de la CEMAC? Alors, réponse rapide. Il y a une ébauche, c'est un travail qui se fait en interne. D'accord. Nous y travaillons, nous avons une connaissance de nos acteurs, des vulnérabilités, j'en ai parlé un petit peu. Et donc, c'est un travail qui est en cours et qui sera en plus, on va en plus sur la matière bénéficier d'une assistance technique pour renforcer notre dispositif. On va arriver à quelque chose qui sera affiné, j'ai envie de dire, courant premier semestre 2026, j'ai envie de dire. Mais on nous y travaille. Eh bien, Nous faisons beaucoup de contrôles sur pièce en ce moment pour affiner un peu les profils de nos acteurs hein, en matière de LBCFT. Et donc, c'est un travail qui est en cours. C'est un gros chantier, mais on va y parvenir bientôt. Voilà. Nous avons des ébauches, hein, en interne, mais c'est strictement interne. Et on va aboutir à quelque chose qui sera publié dans les mois prochains, comme je l'ai dit, en début semestre 2026, premier semestre. 2026. Super. Alors, il y a Guy Roger, justement, qui pose plusieurs questions autour des stress tests, notamment, qu'en est-il de la prise en compte des stress tests pour renforcer la résilience et indirectement la notation perception à l'international des institutions communautaires, bourses et nationales banques? Existe-t-il un dialogue formel intercommunautaire en la matière? On s'éloigne un peu. Les stress tests, on est plutôt là sur le renforcement de la solvabilité de la banque ou des acteurs financiers. Mais en tout cas, on s'éloigne un peu du sujet. Mais si quelqu'un souhaite dire quelques mots rapides par rapport à la prise en compte des stress tests dans le renforcement et la résilience, des institutions, mais surtout comment ces institutions sont perçues à l'international. Un mot rapide. Moi, je pense qu'on pourrait passer cette question parce qu'elle n'a pas lieu vraiment d'être avec la fraude. Alors, pour conclure, j'aimerais mettre l'accent sur l'éducation et la sensibilisation, c'est-à-dire, c'est un élément important, notamment la sensibilisation des investisseurs et des employés, mais tous les acteurs, les participants dans les marchés financiers. Comprendre les signaux d'alerte,
vérifier les intermédiaires financiers et adopter des comportements prudents en ligne. Alors, pour conclure, je souhaite rapidement, Monsieur Lukaku, 2 mots sur l'importance de l'éducation financière et la sensibilisation. Et puis, je donnerai la main à Jimmy aussi. Ah oui, donc pour la cause noire, ça va être très clair. C'est-à-dire que c'est même le premier axe de notre plan stratégique 2023-2028. Donc l'éducation financière, c'est clairement notre priorité. Donc bien sûr, on travaille aussi sur nos sentiers traditionnels, mais l'éducation financière. Donc ça se traduit par quoi? Par beaucoup d'interactions avec le public et nos acteurs de marché, bien sûr. Et donc notamment avec le public, on est comment dire, on reçoit beaucoup de plaintes comme vous pouvez l'imaginer, et beaucoup de plaintes sont en lien avec des arnaques. Et donc, à quoi nous répondons? Nous publions souvent des communiqués sur des réflexes que doivent avoir le public, que doivent avoir les investisseurs, les épargnants en général. Quels sont les signaux, quels sont voilà, les signaux qui peuvent amener à comment dire, les interpeller en termes de risque ou de fraude. Voilà, quels sont les réflexes qu'ils doivent avoir en présence d'une proposition d'investissement. Donc ça, oui, c'est notre quotidien. Et bien sûr, à côté de ça, donc nous redoublons d'efforts et nous continuons à faire des exercices de pédagogie. Et donc auquel nous nous livrons aujourd'hui, ce webinaire, entre dans ce cadre. Mais il y a beaucoup d'actions de terrain dans ce domaine. Voilà, merci. Merci. Monsieur Kandé, un mot sur l'importance de la sensibilisation et la formation. Oui, je pense qu'aujourd'hui, aucune stratégie ne sera efficace sans qu'on ait fait un effort continu dans l'éducation financière et des sensibilisations. Donc, il faudra qu'il puisse y avoir des formations pour les investisseurs de façon à pouvoir repérer les signaux d'alerte, des promesses, des rendements qui sont irréalistes, absence de licence, s'assurer que les montages qui sont présentés ne sont pas des montages opaques et arriver à organiser des campagnes d'information sur les arnaques émergentes, notamment comme on l'a évoqué au début de ce webinaire, notamment sur les crypto-marchés, et développer pour les entreprises une culture organisationnelle axée sur l'éthique, la transparence et une compliance qui soit proactive. Donc, on doit arriver à proposer des pistes concrètes pour que les institutions et les grands publics deviennent des acteurs actifs en ce qui concerne la prévention. Super. Alors, nous nous rejoignons sur l'importance. Je vois que Monsieur Béraja lève la main. Jacques également. Monsieur Jacques, vous souhaitez dire un mot? C'est votre main levée depuis tout à l'heure. Sur la question de l'éducation et la sensibilisation, je pense que c'est des questions très importantes. La question de la sensibilisation, d'information ou de la formation pour que les différents acteurs puissent être outillés sur un certain nombre de systèmes parce qu'on est dans un monde très avancé aujourd'hui sur le plan technologique. Et sur le plan technologique, il y a beaucoup d'arnaques. Sur le plan technologique, si les acteurs, que ce soit les acteurs, les opérateurs économiques ou les agents économiques ne comprennent pas ces techniques et comment il faut les faire, ça va être très dangereux à l'avenir. Et nous, c'est le travail que nous faisons beaucoup plus aussi en sensibilisant et en formant dans le milieu des opérateurs économiques chez nous, tout comme dans le milieu des établissements scolaires pour que la nouvelle génération puisse s'approprier de bonnes manières de faire les choses parce qu'aujourd'hui, les outils technologiques sont à bras le corps dans le milieu des jeunes et ils maîtrisent ça très mieux que nous qui parlons. Alors, dans un certain nombre de choses, ils doivent comprendre les tenants et les aboutissants de ces outils-là. Merci. Comme compte tenu du temps, je ne peux pas beaucoup plus développer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Pour conclure, je laisse le mot de la fin à Monsieur Béraja, rapidement, parce qu'on est déjà dépassé par le temps, sur l'importance de la sensibilisation et l'éducation financière. Merci à tous. Parfait. Je vais essayer d'être très bref. Il faut juste rappeler que la formation, c'est quelque chose qui est réglementaire aussi. Donc, la formation aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas juste optionnel pour les institutions financières,
Mais les régulateurs, quand ils viennent, par exemple, dans des audits ou des missions de supervision, il faut qu'il y ait un programme de formation qui est déployé avec un certain nombre de plannings en fonction des sujets qui sont articulés par rapport aux différents sujets. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que la formation ne devrait pas être déployée de la même façon pour tout, que ce soit pour les trois lignes de défense, que ce soit pour les différentes directions opérationnelles. Parce que la façon dont on forme un opérationnel n'est pas la même manière dont on va former un auditeur, n'est pas la même dont on va former le conseil d'administration, par exemple, ainsi de suite. Donc, il faut avoir des programmes de formation qui sont taillés et dédiés par rapport à chaque niveau de contrôle, mais aussi il faut avoir des outils de faire la formation. Faire une formation par an, ça ne sert absolument à rien parce que les personnes, peut-être ils vont retenir 15% ou 20% de la formation, après une semaine, ils vont tout oublier. Aujourd'hui, il y a des outils de e-learning qui sont spécialisés dans le volet réglementaire où il y a les sujets qui sont à jour avec un reporting réglementaire, parce que le régulateur, quand il vient, par exemple, pour voir le niveau de formation, comment il est fait, il faut qu'il y ait un reporting réglementaire. Il y a beaucoup de mouvements en interne aussi dans ces institutions. Parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, on a formé une personne, demain, elle est partie dans un autre service, ainsi de suite. Donc, la formation, elle devrait être gouvernée ou avoir un système de gouvernance en matière de formation sur les aspects réglementaires. Et peut-être on a abordé la formation dans la fin, enfin à la fin, mais les régulateurs, les organismes internationaux, quand ils arrivent, par exemple, pour une évaluation, la première chose qu'ils demandent de ressortir, c'est la formation, c'est les rapports de formation. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Il ne faut pas peut-être le laisser de côté ou le faire d'une manière, je dirais, archaïque avec des emails envoyés ou avec une fois par an, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a des systèmes, des outils qui coûtent pas cher, qui sont accessibles à toutes les institutions pour que toutes, je dirais, les trois lignes de défense soient formées de la manière la plus adéquate. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Béraja. Moi, pour clore, je dirais que la formation, au-delà de la formation des employés, il faut aussi étendre la formation aux investisseurs, qu'ils soient locaux, régionaux également, et que c'est important de protéger les investisseurs parce que les investisseurs sont des acteurs et des moteurs de développement des marchés financiers. Et donc, sans les investisseurs, les marchés financiers ne peuvent pas se développer et ne peuvent pas apporter la valeur ajoutée économique et financière. Donc, pour conclure, je vous remercie tous pour votre temps, votre participation. Ce fut un réel plaisir. Il y a des têtes que je connais déjà et c'était très agréable de revoir certaines personnes et puis de nouvelles personnes dont j'ai fait la connaissance et je suis très honorée et très ravie. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle séance autour de la réglementation, mais autour de l'Afrique, j'ai envie de dire, autour du développement africain et de la coopération sud-sud. Merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Zineb, merci à tout le monde. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est bon. Moi, je ne sais plus où c'est.